Mesdames et messieurs, merci de nous choisir pour vous informer à l'heure de l'actualité environnementale sur Groupe TV International. Au sommet de cette édition, la population de l'Est du Ghana est sous les eaux depuis quelques jours. Cette situation est due à de violentes inondations qui ont menacé la région de la Volta et a amené les riverains des barrages hydroélectriques du pays à évacuer la région. La marche vers la transition écologique est en plein essor en Afrique du Sud. Après le japonais Toyota il y a quelques semaines, le constructeur allemand BMW et ses partenaires décident d'investir au pays de Nelson Mandela dans la mobilité à l'hydrogène vert. Et en fin d'édition, nous irons en Antarctique à la découverte d'un monde caché révélé par les scientifiques sous l'étendue du continent austral. C'est tout pour les titres. Bienvenue à cette édition. L'Est du Ghana se retrouve sous les eaux depuis quelques jours. Près de 26 000 personnes ont été forcées d'évacuer leur maison à la demande des autorités. Le pays déplore plusieurs dégâts matériels à l'issue de ces inondations. Irène Papadina nous en dit plus dans ce récit. Les fortes pluies de ces derniers jours ont causé plusieurs inondations. Les agriculteurs ont vu leurs champs complètement détruits et les écoles enfermées après le débordement des eaux des barrages hydroélectriques d'Akosombo et de Ponk. Les zones les plus touchées sont Sougakofé et Mépé dans la région de la Volta. Ces villes submergées, où résidaient les pêcheurs et les agriculteurs, se retrouvent privées d'eau potable et d'électricité. Les habitants ont dû être déplacés vers les lieux de refuge. Il s'agit des pires inondations enregistrées dans cette région depuis au moins 2010, selon NADMO, l'Organisation nationale de gestion des catastrophes du Ghana. Bien que ce ne soit pas la première fois que les autorités locales ouvrent les vannes de ces barrages pour éviter qu'ils ne cèdent, l'ampleur du débordement a pourtant pris de nombreux habitants par surprise. Des membres de l'opposition dénoncent une mauvaise gestion de la part des autorités locales. D'un côté, les experts de la santé craignent le déclenchement d'une épidémie de maladies transmises par l'eau. Pour les responsables du fleuve de la Volta, ces situations auraient pu être évitées car ils ont prévenu les riverains il y a plusieurs mois concernant le processus de déversement des eaux des barrages. Les opérations de sauvetage se poursuivent et le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a mis en place un comité pour porter secours aux sinistrés. Brazzaville, la capitale de la République du Congo, abrite du 26 au 28 octobre 2023 le premier sommet des 3 grands bassins forestiers mondiaux que sont le Congo, l'Amazonie et le Bornéo-Mékong. Afin que ce rendez-vous mondial ne s'achève pas sur de simples déclarations, la société civile lance un appel à l'action. Les axes sur lesquels les participants à ce sommet sont appelés sont déclinés dans une pétition dont la signature continue en ligne par des activistes. Alexandra Adekami. La société civile exprime ses attentes vis-à-vis du premier sommet des 3 grands bassins forestiers tropicaux du monde au centre de la conférence internationale de Kintele, située dans la banlieue de Brazzaville, la capitale de la République du Congo. Pour ce rendez-vous mondial sur la préservation des 3 régions de la planète qui abritent 80% des poumons verts et 3/4 de la biodiversité mondiale, les défenseurs de la nature exigent des actions fortes et significatives. La Fondation Eboko, une organisation congolaise engagée envers l'agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable, vient de mettre en ligne un appel à l'action durant le sommet des 3 bassins. Les participants se pencheront sur 5 axes prioritaires. Il s'agit en premier lieu de la conservation et la restauration de la biodiversité dans ces massifs clés que sont le bassin du Congo en Afrique centrale, le bassin de l'Amazone en Amérique du Sud et le bassin de Mékong en Asie du Sud-Est. L'appel à l'action souligne l'urgence d'agir collectivement pour préserver les 3 bassins du Congo, de l'Amazone et de Mékong. Les 4 axes prioritaires restants porte sur le renforcement de la coopération internationale, la mobilisation des ressources nécessaires, la participation de la société civile et la valorisation du savoir traditionnel des peuples autochtones. Pour les initiateurs de l'appel, la valorisation et le respect du savoir traditionnel des peuples autochtones est fondamental pour une gestion durable des ressources naturelles. Leur connaissance profonde de ces écosystèmes transmises depuis des générations offre des outils précieux pour une préservation efficace de la biodiversité et la promotion d'un avenir durable.
Toujours dans le bassin du Congo, le Ruki, un affluent du fleuve Congo, serait le cours d'eau le plus sombre de notre planète, pouvant éclipser le célèbre Rio Negro, considéré comme la rivière à eau noire la plus importante de la Terre. Selon une étude suisse, la présence de grandes quantités de matière organique explique cette noirceur. Léon Sagbo pour plus de compréhension. Jusqu'ici considéré comme la rivière la plus sombre, le Rio Negro se voit éclipsé par le Ruki, un affluent du fleuve Congo. Les chercheurs qui étudiaient le cycle du carbone dans le bassin du Congo ont été impressionnés par la couleur du Ruki. Ces eaux sont si sombres qu'il est impossible de voir la mer devant ses yeux, a annoncé l'école polytechnique fédérale de Zurich, ETHZ. Même si les chercheurs ont des données sur cet affluent, sa composition chimique n'a jamais été étudiée. Ils ont donc prélevé des échantillons et mené des analyses qui révèlent que ce cours d'eau contient 4 fois plus de matière organique dissoute que le Congo et 1,5 fois plus que le Rio Negro, d'où la teinte sombre de ces eaux. Selon eux, la présence de ces matières s'explique par les pluies qui emportent les matières végétales du sol de la forêt qui borde les rives et par le fait que le Ruki déborde en saison de pluie pour s'enrichir de plus de composés organiques. Ces chercheurs soulignent aussi que ce cours d'eau s'écoule très lentement puisqu'il traverse des terrains plats et ne contient presque pas de sédiments. Pour le responsable de l'équipe Travis Drake, le Ruki est essentiellement du thé de la jungle. Il faut relever que les merveilles de l'Afrique ne cessent de surprendre puisque 4 des top 30 des endroits les plus beaux de la planète dressés par le Time Out se situent en Afrique, notamment les dunes marocaines, les célèbres chutes du Victoria, la dépression du Danakil en Éthiopie et la Storm River dont l'embouchure est située dans le parc national de Tsitsikamma en Afrique du Sud. Un partenariat vient d'être signé entre la filière sud-africaine du constructeur automobile allemand BMW et l'exploitant minier anglo-américain, de même que le géant de la chimie Sasol. L'objectif est d'accélérer le développement de la mobilité à l'hydrogène vert au sein de la nation arc-en-ciel. Alexandra Adekami. Après le constructeur automobile japonais Toyota, c'est le tour de l'allemand BMW de se lancer dans la mobilité à l'hydrogène en Afrique du Sud. Sa filiale BMW Group South Africa vient en effet de nouer un partenariat avec le géant sud-africain de la chimie Sasol et la compagnie minière anglo-américaine Platinum. Les 3 partenaires travailleront au développement de la mobilité à l'hydrogène vert. Dans le cadre de ce partenariat signé lors du sommet sud-africain de l'hydrogène vert 2023 au Cap, BMW fournira les véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène, tandis que Sasol fournira de l'hydrogène vert et le ravitaillement mobile. Ces véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène circuleront en Afrique du Sud dans le cadre d'un essai international de la BMW iX5 hydrogène. Ce véhicule allemand développé depuis 4 ans affiche une autonomie de 504 km pouvant atteindre une vitesse maximale de 180 km/h. BMW rejoint ainsi Toyota South Africa Motors qui développe la Toyota Mirai de 2e génération, une gamme de véhicules électriques à pile à combustible à hydrogène dans le cadre d'un partenariat avec Sasol et Air Products South Africa, la filiale du groupe industriel américain Air Products. Au Kenya, les bénévoles se sont engagés dans la protection des tortues. Cette initiative de la Savannah Tortoise Farms permet de sauver ces animaux et constitue également une source génératrice de revenus. Irène Papadina pour plus de précision. Dans la ville isolée de Mogotio au Kenya, ces adorables tortues prennent leur repas en profitant de la tranquillité de leur refuge. Dans cet élevage de tortues, les bénévoles prennent soin des tortues sillonnées en raison des rayures concentriques présents sur leur carapace. Ils leur apprennent à se nourrir pour en faire des tortues adultes et autonomes. Certaines de ces tortues ont été sauvées par la communauté, mais d'autres moins chanceuses ont été retrouvées avec la carapace déjà brisée. Afin de collaborer avec la communauté à la conservation des tortues, le gouvernement, par l'intermédiaire du Kenya Wildlife Service, a donné le feu vert à Savannah Tortoise Farm. La communauté a également été en mesure d'entreprendre pacifiquement ses activités agricoles.
Les retombées économiques de la création de cette ferme d'élevage de tortues ont été évidentes avec la création d'emplois et d'entreprises dans cette région isolée de la vallée du Rift. Le sanctuaire est opérationnel depuis 2020 et comme toute autre entreprise, il a dû faire face à de nombreux défis, dont le principal est le coût de l'exploitation. En ce jour, la ferme abrite plus de 200 tortues. Tous ces volontaires ambitionnent agrandir cet espace afin d'en accueillir davantage et de sauver d'autres animaux. La planète court à sa ruine. D'après un article scientifique publié le 24 octobre dernier dans la revue Biosciences, une équipe internationale de chercheurs prévient que la vie sur Terre est en état de siège. Les chercheurs lancent un ultime appel aux décideurs pour prendre des mesures urgentes afin de sauver la planète. Suivant. L'état écologique général de la planète est alarmant. Les scientifiques lancent à nouveau un cri d'alarme sur cette situation. Dans un article publié en cette fin du mois d'octobre dans la revue scientifique Biosciences, une équipe internationale de chercheurs fait savoir que la vie sur la planète Terre est en état de siège et que nous entrons dorénavant dans une zone inexplorée. Sur au moins 35 signaux vitaux planétaires identifiés, les scientifiques révèlent qu'une vingtaine atteignent aujourd'hui d'un niveau record. On note par exemple que la température moyenne atteinte en juillet dernier pourrait être la plus chaude jamais enregistrée sur la Terre depuis 100 000 ans. Aussi, les feux de forêt au Canada ont dégagé plus d'1 milliard de tonnes de carbone dans l'atmosphère. Également, 735 millions de personnes souffraient de faim de façon chronique en 2022, soit 122 millions de plus qu'en 2019. Pendant ce temps, les subventions accordées aux énergies fossiles continuent d'exploser. Le professeur distingué de l'Université de l'Oregon aux États-Unis, William Rippel, qui est le principal auteur de cet appel lancé une fois de plus par des milliers de scientifiques, estime que la moitié de l'humanité pourrait se retrouver confinée au-delà des régions habitables de la planète. Ceci, si des actions ne sont pas menées rapidement. Ainsi, pour limiter les désastres causés par la surconsommation des ressources, les décideurs politiques sont conviés une fois encore à prendre une série de mesures urgentes. Les chercheurs préconisent notamment l'opération d'une vaste transition économique afin de prioriser la satisfaction des besoins essentiels de l'humanité. Il est également surtout demandé de ne plus subventionner les énergies fossiles. Total Energy est de nouveau accusé par l'ONG environnementale Greenpeace pour son implication dans plus d'une trentaine de projets fossiles. Cette ultime dénonciation à l'égard du géant français des hydrocarbures fait suite à une étude menée sur les 5 continents. Voici les détails. Le magnat des hydrocarbures Total Energy est à nouveau pointé du doigt pour son implication dans plus d'une trentaine de projets fossiles. En effet, l'ONG écologique Greenpeace accuse Total Energy de participer à 33 projets de gaz et pétrole super émetteurs en gaz à effet de serre. Cette accusation fait suite à une étude visant à démontrer une logique d'expansion fossile en contradiction avec les objectifs climatiques. Selon Greenpeace, cette implication du géant des hydrocarbures en 2022 dans une trentaine de projets d'énergie fossile est susceptible d'émettre au moins 1 milliard de tonnes de CO2. C'est une situation catastrophique pour le climat car ces projets aussi qualifiés de bombes climatiques mettent en péril l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris en 2015. Celui-ci visait à limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius par rapport à l'ère pré-industrielle. Les projets polluants de Total Energy se situent dans 14 pays dans le monde et sur les 5 continents. D'après les données de l'ONG Greenpeace, le plus émetteur est le projet d'extraction de gaz de schiste de Vaca Muerta au centre de l'Argentine en Amérique latine. Il est aussi suivi de 2 grands projets au Qatar au Moyen-Orient. Les autres projets émetteurs de gaz à effet de serre qui sont dénoncés se situent aux États-Unis, au Brésil, en Australie, au Mozambique et aussi en Russie. Ainsi, Greenpeace espère apporter sa contribution au débat d'intérêt général sur l'enjeu de l'expansion fossile, une problématique qui sera au cœur de la COP28 dans un mois à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La déforestation mondiale s'est accrue de 4% l'année dernière. Selon le rapport annuel publié mardi dernier, cela fait plus de 6,5 millions d'hectares de forêts disparues en 2022. Cette progression de la déforestation met en péril les engagements internationaux. Rafik Soumbirekou pour plus de compréhension. Plus de 6,5 millions d'hectares de forêts ont disparu l'an dernier. Contrairement aux engagements internationaux, la déforestation s'est accrue de 4% en 2022. Selon un collectif d'ONG et de chercheurs dans un rapport publié, cette progression de 4% de la déforestation par rapport à l'année précédente met en péril les engagements internationaux. Les forêts sont pourtant essentielles pour réguler le climat. Les arbres stockent naturellement du CO2.
Il y a 2 ans, lors de la COP26, les dirigeants d'une centaine de pays représentant la grande majorité de forêts du monde s'étaient engagés à stopper la disparition de ces forêts d'ici à 2030. Malheureusement, la poursuite de la conversion de certaines zones boisées en zones agricoles pour l'élevage ou la culture du soja notamment continue de faire ravage. Déforester équivaut à augmenter les émissions de carbone qui renforcent l'effet de serre. Ces émissions liées à la déforestation ont ainsi augmenté de 6% en 2022. C'est un très mauvais signal, d'autant que les forêts, notamment les forêts primaires, sont aussi cruciales pour la biodiversité et le cycle de l'eau. Ces forêts sont particulièrement affectées et représentent les 2/3 de surface déforestée l'an dernier. Pour inverser la tendance, il est important de poursuivre les politiques engagées car le tableau n'est pas entièrement négatif. En effet, une quarantaine de pays sont déjà sur la bonne voie pour mettre fin à la déforestation. Parmi ces pays, les 3 meilleurs élèves sont l'Indonésie, la Malaisie et le Paraguay. Le Brésil progresse aussi dans la protection de l'Amazonie, même si une autre zone clé pour les écosystèmes qui est la savane brésilienne reste menacée. Le rapport a salué par ailleurs positivement les nouvelles règles introduites par l'Union européenne qui visent à freiner la déforestation importée. Il est désormais interdit d'importer en Europe le cacao, le café, l'huile de palme, le soja, le bois de caoutchouc ou viande bovine issue des terres boisées après décembre 2020. L'érosion de la biodiversité est une réalité environnementale qui menace la diversité des êtres vivants sur la planète. Cette perte de la biodiversité est l'un des enjeux environnementaux majeurs du XXIe siècle avec le changement climatique. Rafetou Mberikou nous en dit plus. L'érosion de la biodiversité, appelée aussi déclin de la biodiversité, est une crise écologique qui implique l'extinction d'espèces végétales ou animales dans le monde entier ainsi que la réduction ou la perte locale d'espèces dans un habitat donné et la disparition d'écosystèmes. Selon plusieurs études, cette perte pose la question d'une 6e crise d'extinction majeure en cours sur Terre. L'érosion de la biodiversité s'explique par plusieurs causes. La surexploitation d'espèces sauvages, la surpêche, la déforestation, le braconnage, les pollutions de l'eau, des sols et de l'air, les changements climatiques peuvent s'ajouter aux autres causes et les aggraver. Outre ces causes, l'érosion de la biodiversité est préjudiciable à plusieurs titres. Elle entraîne une perte de patrimoine génétique. Elle affecte également le fonctionnement des écosystèmes terrestres et aquatiques. Cependant, pour lutter contre cette érosion, 2 grandes approches s'imposent. La gestion ex situ, c'est-à-dire en dehors des sites de culture, et la gestion in situ, autrement dit dans les champs des paysans et dans les jardins. Ces 2 approches se fondent sur des visions du vivant très différentes. Ainsi, il est important de préserver l'érosion de la biodiversité car elle forme le maillage de vie dont nous dépendons pour tant de choses. Pour ce faire, il est également important de prendre soin des insectes, réduire les déchets, mieux consommer, économiser l'énergie, voyager responsable et privilégier les clôtures végétales. Comme annoncé dans les titres, une étude menée par une équipe internationale de scientifiques a révélé un monde caché sous l'Antarctique. Il abriterait autrefois des forêts et probablement des animaux. Néanmoins, à peine retrouvé, ce paysage qui serait plus grand que la Belgique est déjà menacé par les effets négatifs du changement climatique. Voyons cela avec Léonce Sagbo. 32 000 km², c'est la taille du paysage de collines et de vallées verdoyantes qui vient d'être détecté sous la glace de l'Antarctique par des chercheurs américains et britanniques, a-t-on appris dans une étude publiée dans Nature Communication. Pour y parvenir, il a fallu utiliser la technique appelée sondage radioéchographique. D'après Stewart Jamieson, auteur principal de l'étude, il s'agit d'un paysage sur lequel personne n'a jamais posé les yeux. Cette étendue plus grande que la Belgique abritait autrefois des forêts et probablement des animaux. Toujours selon l'auteur, elle est restée intacte pendant plus de 34 millions d'années lorsque l'Antarctique a commencé par geler. Elle a résisté au retrait des glaces au cours d'anciennes périodes de réchauffement climatique comme celle du Pliocène il y a 3 à 4,5 millions d'années. Cependant, à peine découvert,
Ce territoire est menacé puisque le réchauffement climatique de nos jours présente pour lui des risques, bien qu'il se retrouve à des kilomètres du bord de la calotte de glace, ce qui est censé le prémunir d'une exposition à la lumière. Jamieson Stewart avertit qu'il est impossible d'anticiper le point de bascule climatique d'une réaction incontrôlée de la fonte de glace. D'autant plus qu'une étude publiée par des chercheurs du British Antarctic Survey a aussi averti que la fonte de la calotte glaciaire de l'Antarctique occidental risquait de s'accélérer dans les décennies à venir, et ce même si le monde respectait ses engagements pour limiter le réchauffement climatique. Ainsi prend fin cette édition. Merci de votre attention. L'information environnementale continue sur votre chaîne Brune TV International.